Maître Tinda, bonjour. Bonjour, madame. Les secteurs judiciaires bougent fortement ces derniers temps, déjà sur fond de dénonciation, de théâtralisation de la justice par le chef de l'État. Est-ce que cette dénonciation vaut la peine aujourd'hui? Merci beaucoup, madame Nathalie. Laissez-moi vous dire que le peuple congolais aujourd'hui se pose mille et une questions. Les peuples congolais aujourd'hui se sont totalement abandonnés. Madame Nathalie, aujourd'hui, lorsque le chef de l'État, qui est considéré comme un père dans une famille, se met lui-même à pleurnicher en ce qui concerne la justice, alors que lorsqu'il avait pris ses fonctions, il avait promis qu'il fera en sorte que la RDC, l'état des droits, ne puisse plus démérer slogan, mais que ça puisse devenir une réalité. Que le peuple congolais puisse palper cette réalité de l'état des droits. Il s'agit d'un constat et pas non des actes de pleurnichage, comme vous le dites. Parce que constater quand ça ne va pas, ça c'est le travail de tout le monde, écoutez, même de vous en tant qu'activiste des droits de l'homme. J'en arrive, je vais répondre à votre question, madame. Je disais, le chef de l'État, lorsqu'il avait pris ses fonctions, il avait promis qu'il va faire en sorte que l'état des droits ne demeure plus slogan, que ça puisse devenir une réalité. Et laissez-moi vous dire, lorsque nous voyons l'état des droits, nous voyons la justice. Dans l'état des droits, nous voyons la justice. Et pour que l'État, un État puisse aller de l'avant, il faudra que la justice soit efficace, puisque la justice, vous êtes sans ignorer, c'est comme la justice est la clé du développement d'un pays. Ici chez nous, le chef de l'État, qui est même le magistrat suprême, qui est au-dessus de la mêlée, il est considéré comme le père dans une famille, ne peut pas, comme vous venez de dire, se plaindre. A-t-il le droit de constater ou pas? Moi, je pense qu'il a le droit d'agir. Le chef de l'État ne peut pas constater et dire tout ce qu'il a dit. Le chef de l'État, c'est comme un père dans une famille où tout le monde compte sur le père. Il est là comme bouclier. Il ne peut pas. Lui, il est là pour agir. S'il trouve que rien ne marche, il peut faire bouger les choses. C'est ça sa mission. Je crois que c'est dans ce sens. Je crois qu'il est le magistrat suprême. Lorsqu'il trouve que rien ne marche, dans ce secteur, il doit apporter les facteurs correctifs. Quels sont selon vous les facteurs correctifs qu'il aurait dû apporter, selon vous? Madame Nathalie, dans le secteur judiciaire, il y a plusieurs facteurs correctifs. Aujourd'hui, par exemple, dans notre secteur, plusieurs choses ne marchent pas, qu'on ne se voile pas la face, Madame Nathalie. Les lieux de détention, ça laisse à désirer. Vous avez suivi l'actuel chef de l'État, chef d'État malien, a construit une très bonne maison d'arrêt avec des conditions adéquates. Mais ici chez nous, si nous prenons seulement nos prisons, si vous allez visiter nos prisons, déjà la prison centrale de Makala a été construite pour héberger ou engorger 1500 personnes. Mais aujourd'hui, est-ce que, maître... il y a plus de 10 000 prisonniers. Si nous allons dans d'autres prisons de l'intérieur, vous allez voir que les conditions ne sont pas adéquates. Là, c'est seulement la prison. Nous prenons d'autres secteurs. Nous prenons par exemple les infrastructures. Vous allez trouver qu'il n'y a que des infrastructures laissées par le Belge. L'État congolais n'a rien construit en termes d'infrastructures. Et
Aujourd'hui, Mais à côté de ça, plus de 145 territoires. À côté de ça, vous devriez avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que les bases sont en train d'être jetées. Et les tribunaux pour enfants, les tribunaux de commerce, un certain nombre d'outils juridiques qui permettraient aux justiciables de faire valoir leurs droits. Madame Nathalie, laissez-moi vous dire, tout est à refaire ici chez nous. Même les tribunaux pour enfants que vous faites allusion, allez voir comment ils ont construit. Ce n'est pas digne d'un tribunal, des tribunaux pour enfants. Aujourd'hui, nous avons plus de 145 territoires. Mais la loi oblige que dans chaque territoire, qu'on puisse retrouver un tribunal de paix. Mais aujourd'hui, il n'y a que 50 tribunaux de paix. Madame Nathalie, ça fait en sorte que les justiciables dans des territoires où il n'y a pas de tribunaux de paix, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a tellement un désordre. Et il y a, comme je disais, il y a plusieurs choses que nous devons régler dans notre secteur. Les salaires de magistrats, combien sont payés? Justement, on va en venir. Est-ce que le problème ne se situe pas ailleurs, c'est-à-dire l'amélioration carrément des conditions sociales des magistrats? Cela pourrait, et c'est aussi parmi les goulots d'étranglement. Est-ce que si on réglait carrément et définitivement ce problème, ça réglerait aussi, ça faciliterait aussi d'autres problèmes? Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de la corruption, surtout dans notre secteur. Les gens se plaignent pas des corrupteurs. En fait, laissez-moi évoluer. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent de la corruption. Et pour lutter contre cette corruption, qu'est-ce que l'État doit faire? Puisqu'aujourd'hui, les inspecteurs des finances sont payés à la hauteur de 10 000, 11 000 dollars. Ça, c'est un inspecteur. Mais vous payez les magistrats, c'est à peine 1 200 dollars. Vous voyez, cette inégalité sociale, la personne qui poursuit les voleurs est payée, je crois, 10 fois plus que la personne qui a la charge de juger. Vous ne trouvez pas qu'il y a l'inégalité terrible? Et cette inégalité fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, nous puissions avoir une justice faible, une justice où les chefs de l'État, au lieu de prendre des décisions, au lieu de faire en sorte que les magistrats, puisqu'il a un mot, au lieu de faire en sorte que les magistrats soient très bien traités, ce n'est pas le cas. Lui se met à dénoncer, il se met à pleurnicher, alors qu'il a un mot, il a un pouvoir. Lorsqu'on gère, on ne se plaît pas. Lorsqu'on gère, on prend des décisions et des décisions fortes. Vous avez vous-même, lors de nos précédentes émissions, parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, il y a des institutions qui sont chargées de gérer, justement, de sanctionner les magistrats qui se méconduisent. C'est clair. Alors, le chef de l'État, vous auriez voulu qu'il ne constate pas, mais qu'il laisse plutôt à ces instances le pouvoir de trancher. Madame, d'abord, on ne peut pas se précipiter à sanctionner les magistrats. Parce que vous l'avez demandé tout à l'heure. Non, d'abord, avant de sanctionner, il faut d'abord chercher à mettre les magistrats dans de très bonnes conditions. Donc vous vous contredisez. Non. Je dis, tout est à refaire. Il doit y avoir une réforme sérieuse de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. On doit commencer, j'ai parlé des salaires des magistrats, qui sont tellement minimes. On doit commencer, il y a des choses qu'on doit, les préalables par exemple, je dirais, on doit commencer par améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs salaires, construire les infrastructures dignes. Puisque aujourd'hui, dernièrement, on venait de recruter, je me pose même la question, les magistrats qu'on veut recruter, qui sont en train de recruter, ils vont travailler où? Puisqu'il n'y a même pas de bureau. Il n'y a même pas de bureau. Je vous avais parlé dans l'une des émissions ici que les tribunaux, allez, prenez votre caméra, allez au tribunal de grande instance de Njili, voir depuis qu'on avait incendié ce tribunal. Jusqu'à aujourd'hui, l'État ne fait rien. Ça, c'est le travail du ministère de la Justice, non?
Non, Ce non, n'est pas en fait... vraiment le travail du magistrat, mais le souci du chef de l'État est beaucoup plus ailleurs. Le chef de La l'État... question du favoritisme, de l'honnêteté intellectuelle même, de l'impartialité dans la prise des décisions judiciaires. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Je vous ai dit ici, la justice est la clé du développement d'un pays. Vous êtes sans ignorer, même dans la Bible, il est clairement dit que c'est la justice qui élève une nation. Si nous voulons avoir une nation forte, une nation efficace, nous devons arranger notre appareil judiciaire. Mais aujourd'hui, parce que je vous ai dit ici aussi que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. C'est lui qui comment dirais-je, préside les conseils des ministres. Je crois qu'il y a, dans le pays, nous avons un ministre de la Justice, la dame là, qui, dans les conseils des ministres, il doit, je ne connais pas son nom, parce qu'on connaît les noms des ministres qui travaillent. Rose Mutombo. Ah, ok. Vous êtes opposant à ce point? Non, non, on connaît quelques noms, je crois. Il n'y a que 2 ou 3 ministres qui travaillent. On n'oublie pas que vous êtes avocat, donc vous êtes obligé de connaître le nom de la ministre. Non, je vous ai dit, je ne connais pas. Honnêteté oblige, je ne connais pas son nom. Les secteurs qui peuvent faire booster les pays sont négligés chez nous au Congo. L'agriculture est négligée, déjà l'appareil judiciaire, le secteur judiciaire est négligé, totalement négligé. Aujourd'hui, je vous ai dit combien on paye à un magistrat, combien on paye à un inspecteur des finances. Combien, selon vous, aurait dû toucher un magistrat pour être dans les normes? Je crois qu'il y a l'inégalité même en ce qui concerne le salaire. Il y a l'inégalité. Vous verrez un inspecteur, je souligne, un inspecteur, j'ai suivi M. Alinguet à la télévision. Il dit qu'un inspecteur touche dans les 10 000 $. Mais c'est gravissime. Lorsqu'un magistrat attend cela, écoute cela, vous pensez qu'il sera à l'aise? La personne qui est là pour arrêter, pour juger, vous les négligez. Alors, vous prenez, vous donnez beaucoup de moyens aux gens qui poursuivent, mais aux gens qui jugent, qui tranchent. Vous négligez ces gens-là. Pensez-vous qu'on aura une justice efficace? Mais c'est le chef de l'État. Il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de vertu dans la pauvreté, mais aussi, est-ce que cela réglerait vraiment le problème de fond, c'est-à-dire le favoritisme constaté dans le chef de certains magistrats, par exemple? La maîtrise même de certains dossiers, la question de formation des magistrats. Est-ce qu'en améliorant seulement les salaires, comme vous êtes en train de plaider, est-ce que cela va régler quelque chose? Je crois qu'il y a plusieurs défis à relever. Il y a plusieurs défis à relever, même aux magistrats qu'on veut recruter. Il y a plusieurs défis à relever. Déjà, les gouvernements, en ce qui concerne le secteur de la justice, il y a plusieurs défis à relever. On venait de recruter, mais je me pose la question, où est-ce que ces magistrats vont travailler? Il y a aussi le défi lié à l'insécurité à relever, puisqu'on va envoyer d'autres magistrats à l'intérieur. Il y a de l'insécurité, est-ce qu'ils vont accepter d'y aller? Parce qu'il y a des magistrats qui sont envoyés à l'intérieur, qui ne veulent pas partir. Ça aussi, c'est un défi à relever. Il y a les défis, je parlais des défis sécuritaires, nous avons d'autres défis liés à l'infrastructure que l'État doit relever. Il y a le défi lié au salaire, améliorer les salaires des magistrats, aussi de la formation, des outils, des frais de fonctionnement, ça ne vient pas. Vous verrez par exemple, je vais citer un greffier qui cherche des papiers pour écrire dans une audience. Il y a plusieurs défis à relever et surtout avec ces nouveaux magistrats, je pense que l'État doit faire en sorte que dans chaque territoire, qu'on puisse au moins trouver un tribunal de paix, puisque aujourd'hui il y a 50, alors que nous avons 145 territoires. Déjà, il y a déficit à ce niveau. Ces mêmes interpellations ont été rappelées lors de la rentrée judiciaire du 15 octobre dernier, une rentrée qui a commencé sur un fond de critique des décisions de justice d'abord. Oui, on ne peut que critiquer les décisions de justice, tout simplement, parce que ces magistrats ne sont pas mis dans de bonnes conditions. Mettez-les dans de bonnes conditions et voir par la suite s'ils vont travailler, s'ils vont continuer avec ces pratiques. Mais il y en a qui ne sont pas pauvres, apparemment. Donc,
cela n'a rien à voir non plus. Hein. Mais je vous dis, quand vous dites qu'il y en a qui ne sont pas il y en a pauvres, qui je sont me pose la question, véhiculés. est-ce qu'ils trouvent l'argent? C'est ça les problèmes, puisqu'avec les salaires qu'on paye à un magistrat, est-ce qu'ils peuvent vivre dans l'opulence? C'est ça les problèmes. Il y a ceux qui vivent dans l'opulence, il faut maintenant se poser la question, est-ce qu'ils trouvent ces moyens? S'ils ne sont pas héritiers hein, de leur père, il faut maintenant se poser la question, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Nous devons, puisque j'ai suivi, quand des gens, le procureur général, après la Cour de cassation, dit qu'ils vont revoir à la hausse la peine Oui, d'offense au chef de l'État. sur cette question, beaucoup de justiciables, et évidemment dans le secteur judiciaire aussi, des praticiens de droit ont constaté un débordement dans la liberté d'expression aujourd'hui, à ce jour, alors qu'il y a des instruments juridiques qui interdisent, qui régulent même cette expression. Est-ce que la RDC est un État démocratique ou nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom? Comment vous définissez la démocratie? Est-ce que c'est le libertinage? Suivez, madame. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'actuel chef de l'État, c'est quelqu'un qui a milité. C'est quelqu'un qui disait même qu'on devait supprimer cette infraction d'outrage au chef de l'État, puisque la RDC, c'est un État démocratique. Et cette infraction, lorsqu'il était à l'opposition, il disait que si il devient chef de l'État, il va faire en sorte que cette infraction soit supprimée. Je me pose la question, madame Nathalie. Il ne suffit pas seulement de revoir à la hausse cette infraction, mais plutôt chercher des infractions qui font en sorte que notre pays soit ce qu'il est. Par exemple, revoir peut-être à la hausse la corruption. La corruption, vous avez suivi même les conseils du chef de l'État, impliqués dans la corruption qui est libérée. Qu'est-ce qui vous dérange? Il y a des infractions qui dérangent, qui font en sorte que notre pays ne puisse pas aller de l'avant. Maître Patrick Tinda, qu'est-ce qui vous dérange? N'oubliez pas que c'est le fils. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a demandé. Non, le chef de l'État a dit Boloko Gotonda dans l'une des émissions que j'ai suivies. Mais on parle, il a dit clairement que Boloko Gotonda, le chef de l'État, a promis cela. Et lorsque nous écoutons. Je crois que on est en train de sortir du contexte. Non, on ne sort pas. C'est par rapport à la révision, à la hausse de cette peine. Il est aussi logique que le chef de l'État n'a jamais dit que les prisons vont se remplir. Il a dit ça. Comment vous définissez que dit la loi par rapport à cette infraction? Bon, moi je pense que, madame, par rapport à cette infraction, déjà, la peine réservée à cette infraction, moi je dirais même, comme c'est le fils du Sphinx qui est au pouvoir, il devait militer pour que soit nos députés pouvaient changer ces dispositions dans un pays démocratique. Vous avez suivi dernièrement en France un citoyen français en train de doigter les chefs de l'État. Ce que vous avez fait, nous ne sommes pas d'accord. Ça c'est en France. Mais ici chez nous, avec notre jeune démocratie, et aujourd'hui, le fils du Sphinx qui a milité pour la démocratie et au pouvoir, est-ce qu'on ne pouvait pas supprimer cette prévention, laisser au peuple la liberté d'exprimer leur opinion? L'infraction offense au chef de l'État, c'est une infraction qui est prévue déjà par le Code pénal. Bien sûr que oui. Donc, mais moi, je voulais qu'on puisse revoir, soit supprimer cette prévention. Vous le dites parce que vous avez peut-être un langage d'opposant. Même si je devenais le chef de l'État, d'ailleurs, moi, je vais faire en sorte que je vais militer pour qu'on supprime cette prévention. Est-ce que cela ne bloque pas seulement ceux qui veulent outrepasser un peu la limite de la liberté d'expression? Mais c'est ça, puisque cette liberté d'expression est reconnue par notre Constitution. Maintenant, la liberté. Vous êtes inquiet sur le débordement et l'interprétation que cela pourrait prendre, peut-être?
Bien sûr que oui. Apparemment, c'est quelque chose déjà planifié. On veut mettre la main sur les opposants. On veut limiter Parce que les le opposants, pouvoir. les opposants dans leur défense, est-ce que devraient-ils seulement offenser le chef de l'État? Non. Il y a peut-être une manière de Non, le défendre problème ses est droits autrement. qu'ils veulent revoir tout. Ils veulent revoir. Dans l'allure où vont les choses, on risque de poursuivre même des gens sans raison. Des gens, il suffit seulement de citer les noms des chefs de l'État, il suffit seulement de critiquer les chefs de l'État directement, on va vous arrêter. Dans l'allure où vont les choses. Et nous les sentons déjà. Quand déjà un procureur général, près la Cour de cassation, dit des choses pareilles, ça veut dire en coulisses, il y a des choses qui se préparent. Contre vous ou contre votre... Mais contre les opposants. Nous voyons comment on arrête les gens ici. N'est-ce pas là un procès d'intention, maître Non, Tinda? non, j'ai dit dans la lire où vont En les tant choses. que praticien de Déjà droit. en suivant le procureur général près la Cour de cassation, quand il dit qu'on... Mais pourquoi revoir à la hausse? On n'a pas... Pourquoi revoir à la Le hausse procureur la peine? général, près la Cour de cassation, n'a pas ciblé un mouvement. Il a parlé en général. Justement, c'est ça l'instauration de l'état de droit. Là où vont les choses, le régime actuel veut que tout le monde puisse acclamer ceux qui sont en train de faire, encore qu'ils ne font rien, ils ne font presque rien. Nous, les peuples ne sont absolument rien. Des gens dans notre budget, il y a 70% qui sont alloués au fonctionnement des institutions. Pensez-vous que le pays va aller de l'avant? Ça pose déjà problème. Et les opposants sont là pour parler, pour critiquer, leur pousser à faire mieux. Et mais pourquoi ils veulent mettre la main et revoir à la hausse cette infraction d'outrage? Ça se voit que ça vous dérange vraiment. Mais ça dérange énormément pour des gens qui pensent faire mieux, qui pensent alerter les autorités, puisqu'ils sont en train de gérer notre argent. Mais ils ne veulent pas que nous puissions parler. Mais comment vous gérez notre argent? Vous gérez nos destins. Mais vous ne voulez pas que nous puissions parler. C'est inadmissible, c'est anormal. Nous devons parler. Parler et injurier, c'est Non, différent. pas injurier. Pas injurier, nous devons parler. C'est justement ça. Et nous devons pour parler. le chef de l'État, c'est offense au chef de l'État. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et pour les opposants sont très mal à l'aise. Les opposants sont très mal à l'aise déjà lorsqu'on on dit que bientôt ils vont revoir à la hausse la peine d'offense au chef de l'État. Déjà les opposants sont très mal à l'aise. Ils se posent la question, ils sont en train de faire un syllogisme. Ils sont en train de voir ce que le chef de l'État a dit et ce que le procureur général après la Cour de cassation a dit. Là, ils sont en train de voir, est-ce que il ne dit pas ça tout simplement parce que le chef de l'État a dit les prisons seront remplies bientôt. Qu'est-ce que, maître, en gros, vous auriez souhaité qu'il puisse se passer dans le secteur judiciaire? Au-delà des réformes, est-ce que vous auriez souhaité qu'on puisse carrément changer tout l'appareil judiciaire, mettre de nouvelles personnes? En fait, moi je mairais d'abord des réformes. On ne peut pas se passer des réformes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et prêcher même les magistrats de l'amour du patrie. Voyez-vous. De l'amour de leur patrie, donc prêcher cela et faire en sorte que notre appareil judiciaire puisse devenir efficace. Puisque même dans la Bible, il est dit c'est la justice élève une nation. Lorsque la justice n'est pas efficace, ça sera difficile que la nation puisse aller de l'avant. Donc, c'est que moi j'aurais souhaité que l'on puisse un peu, dans notre budget, qu'on puisse allouer un pourcentage consistant pour pouvoir faire en sorte que notre appareil judiciaire puisse devenir efficace, puisqu'on ne peut rien faire si l'appareil judiciaire n'est pas efficace. Pour que notre État puisse aller de l'avant, il faut que l'appareil judiciaire soit efficace, vraiment efficace. C'est-à-dire peut-être remonter aussi les sanctions contre des magistrats qui se méconduisent? Bien sûr que oui, ça aussi. Mais avant ça, il faut d'abord améliorer les conditions de travail, aussi leur salaire. Vous verrez que s'ils font ça et que le magistrat continue à se méconduire, là, on dira peut-être qu'ils sont ensorcés, ils sont envoûtés ou... parce qu'ils doivent d'abord améliorer les conditions de travail et voir par la suite s'ils vont continuer à se méconduire. S'ils continuent à se méconduire, là,
peut-être il faut instaurer des sanctions contre tous les magistrats qui vont se méconduire. Alors, nous sommes en train de chuter, de terminer notre entretien, mais le gros souci reste tel, c'est-à-dire qu'on peut toujours améliorer les conditions des magistrats sans avoir toujours la preuve que la situation va changer. Parce que, est-ce que vous ne pensez pas que cette situation est déjà ancrée dans certains comportements aussi? Parce qu'il s'agit des habitudes quand même. Moi, je pense que l'État doit d'abord chercher à arranger, à améliorer les conditions de travail et voir par la suite, puisque il ne suffit pas seulement de condamner quelqu'un, mais chercher d'abord à mettre cette personne que vous condamnez dans les bonnes conditions et voir si la personne va continuer à se méconduire. Moi, je crois que c'est ça les grands problèmes. Le magistrat dit la clé de la solution. Et aussi, n'oubliez pas, la corruption, chez nous, la corruption est devenue comme de l'eau à boire. Je crois qu'on doit lutter aussi. Ce qu'on peut peut-être revoir à la hausse, c'est la corruption. Revoir à la hausse la corruption, puisque nous voyons... Les sanctions contre l'infraction de corruption. Oui, revoir à la hausse la peine ou les sanctions contre la corruption, voulais-je dire, et puisque nous les constatons, ce n'est pas seulement dans notre famille, c'est presque partout, la corruption même à la présidence, c'est presque partout la corruption. Et on doit peut-être, au lieu de revoir à la hausse la peine contre l'offense au chef de l'État ou l'outrage... l'offense. L'offense, voulais-je dire, au chef de l'État, on doit peut-être revoir la peine de la corruption, de l'infraction de la corruption, et revoir la peine de détournement. C'est ce qui fait en sorte que notre pays ne puisse pas aller de l'avant. Mettre aussi peut-être en prison les avocats qui se méconduisent pendant leur... En fait, les avocats font leur travail. Les avocats font leur travail. Vous allez condamner l'avocat pourquoi? Puisqu'il défend son client. De n'importe quelle manière. Non, vous savez, l'avocat déjà a un corps. Nous appartenons à des barreaux. Si vous trouvez que l'avocat s'est méconduit, mais allez au barreau, allez vous plaindre. Mais déjà, l'avocat, lorsqu'il est devant la barre, il est couvert par les immunités de la plaidoirie. Quand il plaide là, il est couvert par les immunités de la plaidoirie. Je crois que vous ne pouvez pas encourager cela. Il faut plutôt dire qu'il faut plutôt condamner les magistrats au lieu de condamner les avocats, parce que les avocats ne font que défendre les intérêts de leurs clients. Maître, en conclusion, pour vous, maintenant qu'on commence, on dirait, une nouvelle session avec la rentrée judiciaire, qu'est-ce que vous attendez du travail qui sera produit par les magistrats à ce jour, en attendant que votre souci d'amélioration des conditions sociales des magistrats puisse être réglé? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Puisque vous êtes complètement... je risque de demeurer pessimiste. Voyez-vous, puisque la manière dont notre justice est rendue, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Je venais d'être victime, je ne veux pas le dire ici, je venais d'être victime. Je crois que bientôt, je vais saisir peut-être la Cour de cassation. Je venais d'être victime. D'un abus de droit? Bien sûr que oui, je venais d'être victime. Bon, comme les conditions demeurent intactes, les conditions des magistrats demeurent intactes, je crois qu'il n'y a pas de vertu dans la misère. Nous déjà, les justiciables déjà, ils viennent en justice que pour venir, puisqu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, mais ils viennent quand même. Est-ce qu'un avocat a-t-il le droit de décourager les justiciables d'aller... Non, je dis les justiciables eux-mêmes. Ils viennent malgré eux. Ils se disent, bon, qu'on parte seulement puisqu'on n'a pas une autre justice. Déjà, quand le chef de l'État, tout à l'heure vous venez de dire que les chefs de l'État se déplorent la manière dont fonctionne notre justice. Et quand déjà le père dans une famille se plaint, pensez-vous que les enfants, qu'est-ce que les enfants vont faire? Ça sera encore pire. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les justiciables se plaignent chaque jour. Quelqu'un qui a raison, c'est sa parcelle. Il ne sait pas par quelle magie,
un cul-d'âme a vendu sa parcelle et la personne vient se plaindre en justice et elle n'a pas gain de cause. Mais maître, ce n'est pas non plus parce que vous avez perdu un procès que vous allez généraliser. Il y a quand même pour certains justiciables pour qui la justice rend le bon droit. Oui, il y a, même si selon il y a des oiseaux rares qui sont là. Il y a quelques oiseaux rares. Mais la majorité, vraiment, et même déjà se plaignent. Maître, on n'est pas bien payé. Maître, on n'est pas bien payé. Que voulez-vous que l'on fasse? Donc déjà, ça pose un problème. Alors, quel est, pour conclure, votre vœu par rapport à cette nouvelle session, la rentrée judiciaire qui commence, quoi qu'il y a des critiques à gauche à droite? Je veux que déjà, dans les conseils des ministres, que les chefs de l'État puisse, soit, comme lui-même a constaté que rien ne marche, faire des recommandations, que le chef de l'État lui-même, ou avec ses collaborateurs, ses conseillers, puisse apporter des solutions. Parce que nous voulons que notre appareil judiciaire devienne efficace. C'est ça le souci de tout le monde. Et qu'on puisse prendre des mesures des mesures efficaces pour faire marcher notre secteur, qui aujourd'hui est en train de patauger. Nous les palpons et même le chef de l'État lui-même a constaté que c'est un secteur qui patauge, qui est en train de patauger. Ils doivent mettre du sérieux dans ce secteur. Ils verront que les choses vont aller. Aujourd'hui, si les inspecteurs des finances travaillent, produisent des travails, des titans, un travail efficace, et bien tout simplement, c'est puisqu'ils sont mis dans de très bonnes conditions. Je pense qu'ils doivent, puisque hier, le peuple ne maîtrisait presque rien en ce qui concerne l'inspection générale des finances, mais aujourd'hui, au moins, la population s'intéresse à l'inspection générale des finances, et bien tout simplement, puisque ils ont mis les inspecteurs, ces inspecteurs dans des bonnes conditions. J'aimerais que la même chose puisse aussi s'effectuer dans notre secteur. Je pense que les choses vont aller. Merci beaucoup, Maître Patrick Tindamonga Libonga. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat, mais également activiste des droits de l'homme et président de la fondation qui porte votre nom. Merci en tout cas pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Madame Nathalie. Et je souhaite que notre appareil judiciaire devienne efficace. C'est ça les souhaits. L'intégralité de l'entretien avec notre invité, Maître Patrick Tinda, est à suivre dans le magazine Droit pour tous.